Bonjour Léa. Bonjour maman. Alors tu sais qu'aujourd'hui on va parler de papy. Papy Oui. Jos et Reine Elevracha. Alors qu'est-ce que tu aurais envie de dire de papy? En fait, moi j'ai préparé une lettre que j'ai écrite à papy Oui. et voilà, que ça me ferait plaisir de lire et de lui lire par l'intermédiaire de ce film. Eh bien allez, on est parti. Cher Papy Jo, je voudrais te dire combien je te suis reconnaissante. Je te remercie de t'être battu, d'avoir pris sur toi, résisté, réussi à garder espoir, aider l'autre alors que tu étais toi-même dans la tourmente. Tu as dit à maman que tu es sorti pour perpétuer notre peuple, pour les générations à venir, pour raconter et pour que ça ne se reproduise pas. Józef Ziegler est né en Pologne, à Zdynia, le 13 juin 1903, mais il vécut son enfance en Hongrie, à Chałgotarian dans un shtetl, un petit village juif typique, constitué d'une seule rue adossée à la montagne. Alain et Arlette savent 2 ou 3 choses de l'enfance de leur père. Je sais qu'il était l'enfant d'une fratrie très nombreuse dont il était le plus jeune. Je crois qu'ils étaient 9 ou 10. Il était espiègle. D'abord parce il est né après 4 sœurs. Donc évidemment, il était un peu le roi. Il se promenait par exemple pieds nus dans la neige. Dans le froid, il fallait aller nourrir les chevaux et que sa mère l'emmaillotait et son père le démaillotait en le mettant en maillot de corps en lui disant « voilà, comme ça tu vas travailler un petit peu ». Et il ne s'est nourri de lait que de lait pendant 4 ans. Et il criait « Maman, Miller, maman, je veux du lait ». Quand il était plus grand, il devait avoir une 12aine d'années, c'est-à-dire c'était pas un homme. Hein. Il avait une sœur qui était à l'autre bout de la Pologne et qui n'avait rien à manger pour son nouveau-né. Justement, il n'avait pas de lait. Et sa mère lui a dit « Prends la vache et apporte-la chez ta sœur, comme ça elle aura du lait ». Et il a traversé une grande partie, je ne sais pas comment, avec la vache, tout seul. Ça me faisait penser toujours au film La vache et le prisonnier, mais c'était tout à fait ça aussi. C'est-à-dire qu'il est parti seul avec sa vache. Il dit la nuit, parfois il se mettait sur la vache, elle marchait, et lui, il était sur la vache. Et ce que je trouve formidable, c'est l'indépendance qu'il pouvait avoir, tout petit, et la confiance que les parents leur témoignaient. Il me racontait que son père partait pendant des mois et des mois pour aller jusqu'en Asie mineure pour acheter des juments et des pur-sang arabes, et qu'il les ramenait en passant les Tartares, les Cosaques, les Caucasiens et autres gens difficiles. C'était une tâche que l'armée austro-hongroise demandait à des Juifs de faire. En hiver, lorsqu'on ne pouvait pas travailler avec les chevaux, quand il faisait -20, ils partaient à la chasse. Et dans la montagne, ils attrapaient les visons, les martres, les loutres, tous les petits animaux sauvages qui étaient vendables pour leur fourrure. Ils savaient très bien faire ça. Le père était très habile avec tout ce qui était animal, et y compris pour l'abattage. C'était l'abatteur rituel du coin. Mon père voyait tout ça, et il voyait le métier de la pelleterie. Lui, il avait été dans des yeshivot, il avait été dans des écoles talmudiques où on apprenait à apprendre, justement, où on apprenait l'ouverture, où on apprenait à comprendre les textes. Enfin, on donnait le sens aussi aux choses. Je dirais qu'il a vécu une vie à la fois très saine et très active, et aussi très troublée, puisque on s'approche de la révolution russe. En 1917, poussé par ses parents qui craignaient de nouveaux pogroms suite à l'arrivée au pouvoir des bolcheviks en Russie, Józef quitte le foyer familial et part à Vienne avec quelques-uns de ses frères. On ne sait pas beaucoup de choses de cette période de sa vie, si ce n'est qu'il a exercé son savoir-faire dans la pelleterie que son père lui avait enseigné. Mais la vie devait être dure à Vienne, qui se fermait peu à peu aux émigrants juifs. Et dans les années 20, Józef part en Belgique, où il espère s'installer et réussir sa vie. Zij je meer geziend, maar
ging schon helfen fin ma hume wären gute. Mon papy disait souvent comme expression « entendre l'herbe pousser ». Et c'est vrai que c'est une phrase qui résonne en moi. Alors, normalement, l'herbe, ça, on l'entend pas pousser. Donc quelqu'un qui l'entendrait pousser, c'est quelqu'un qui a, je trouve, ce qu'il avait, une intelligence situationnelle. Justement, qui arrivait à capter des choses que les autres gens n'arrivent pas à capter. La Belgique, à cette époque, est un pays où vivent de nombreuses personnes fortunées, notamment des diamantaires. Joseph y voit une opportunité pour ses affaires. Il a prospéré dans l'activité de pelleterie, a pris des contacts avec des clients diamantaires et s'intéressait énormément aux pierres. Mon père adorait les diamants, les pierres. Il n'avait peur de rien. Il n'avait pas peur de parler, il n'avait pas peur d'être, il n'avait pas peur de se laisser, disons, envahir par même l'inconnu. Il s'est très tôt intéressé à importer des automobiles américaines et il s'est mis à importer une marque américaine très sélecte à la fois et très confidentielle, c'était des Hudson. Il a osé être le premier importateur de voitures américaines en Belgique, ce qui est invraisemblable si on imagine un jeune homme comme ça, qui connaît quand même pas grand-chose ni à l'économie ni à quoi que ce soit, mais il s'est lancé. Au fond, il vendait des produits de luxe. Il se marie avec Sarah en 1936. 2 enfants sont nés de cette union, Liliane le 10 octobre 1936 et Jacques le 6 juin 1938. C'est une époque heureuse, celle d'une famille qui a tout à construire, tout à rêver. Mais l'arrivée du nazisme en Allemagne et la montée de l'antisémitisme vont mettre un terme à tous leurs espoirs. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et l'invasion de la Belgique par l'armée allemande en 1940, Joseph comprend qu'il est en danger. Il part alors pour la France libre. Parfois, on a des épreuves dans la vie. Quand j'étais enceinte d'Elon et qu'on m'a dit qu'il a des problèmes de reins, tout le monde autour de moi était stressé, les docteurs, mes amis me disaient « mais comment tu vas faire, mais tu devrais vérifier ça et ça et ça et ça ». Et moi, je me suis dit « je prends pas d'acompte sur les ennuis, on verra comment ça ira ». Et j'ai réussi à pas me stresser outre mesure et j'ai réussi à me dire « on verra, il va naître et même si on a des épreuves, on les passera ». Et c'est beaucoup grâce à lui que j'ai réussi à garder mon calme pendant cette épreuve qui n'était pas facile. Et Dieu merci, aujourd'hui on a un gentil petit garçon. Des milliers de Juifs fuient comme Joseph les pays sous influence allemande. Joseph, rapidement, prend des initiatives pour aider les réfugiés juifs en exode. Il avait un culot absolument monstre. Il parlait 9 langues, mais il disait « je les parle toutes, mais avec tout en yiddish ». N'empêche, il passait partout où il allait pour ce qu'il voulait. Il y a des gens qu'il a aidés à partir, des gens qui tombaient en panne d'essence avec leur voiture en entrant dans le nord de la France, et il venait les dépanner en réquisitionnant des réserves d'essence allemandes, en s'habillant en allemand, car il adorait faire ça. C'était une de ses caractéristiques, c'est pour ça qu'après il s'appelait le terroriste Ziegler, qu'on a recherché activement jusqu'en 1943. Et je pense qu'il a dû se dire que plus ils seraient nombreux à résister, plus l'avancée serait difficile pour les autres. Et il y a un moment où on a des devoirs, on n'a pas que des droits, et on a aussi des devoirs. Chez lui, la notion de droit et de devoir était très importante. Joseph s'arrête quelque temps à Vichy, où il aide autant que possible les réfugiés, notamment pour l'établissement de faux papiers. Puis, durant l'année 1941, il va à Nice. La ville, sous le protectorat italien, accueille plus favorablement les Israélites. Joseph fait la connaissance d'Achille Peretti, fondateur du réseau Ajax. Je me souviens bien de quelque chose. Il disait, lorsqu'il m'avait présenté Achille Peretti à Neuilly, quand il était maire de Neuilly, il disait « tu vois, ce type, c'est un saint. Et tous les gars qui étaient avec lui, ce sont des saints. Parce que eux, ils se sont battus juste pour l'idée de la liberté. Nous, on se battait pour la survie. » Il continue à faire des choses, sort les gens de la prison où ils ont été arrêtés à Nice, les conduit vers des passeurs qui les amènent en Italie. Et là encore, il est quand même recherché de plus en plus activement par les forces allemandes
qui dépêche même un détachement pour rechercher le terroriste Ziegler. La famille du côté de ma maman était réfugiée à Nice pendant la guerre. Ils ont fait la connaissance de Joseph Ziegler qui habitait dans la même rue Meyerbeer. Ma grand-mère, qui avait été arrêtée à Marseille, n'avait pas pu récupérer sa pièce d'identité. Joseph Ziegler est intervenu. Il a donné le contact d'une personne assez haut placée à la préfecture à Marseille. Ma maman, elle m'a raconté, dès qu'elle est entrée dans son bureau, il a ouvert son tiroir et il a sorti la pièce d'identité. Il était prêt à rendre n'importe quel service. Je pense qu'il devait avoir un petit fond de culpabilité, entre nous soit dit, mais bon, moi c'est un peu comme ça que je le vois. Ce sont ses parents qui l'ont poussé à partir. Mais n'empêche qu'il est parti et que je pense qu'il devait avoir un petit fond de culpabilité, une petite dette pour au moins je suis partie, mais au moins je fais du bien ailleurs, quoi. Je ne suis pas restée là-bas, je n'ai pas pu les sauver eux, mais au moins je peux en sauver d'autres. Il avait fait un restaurant cachère à Nice et ça, moi, ça m'a toujours étonnée parce que je me suis dit, mais c'était une manière de se faire attraper, mais ça aussi, c'était une manière de résister. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas d'effacement. C'est-à-dire, on est juif, on doit manger cachère, eh ben on fait un restaurant cachère et ça donne la possibilité aux gens de manger cachère aussi parce que c'était pas facile. Il fallait être culotté pour aller chercher de la viande cachère et tout ça. Très vite quand même, ce lieu-là devient extrêmement dangereux parce que des Allemands qui commencent à rechercher s'aperçoivent qu'il a un restaurant cachère et disent là c'est bien, on va attraper plein de gens. Et donc là, ils s'en vont tous, ils se dispersent et il part à Turin, je crois. Et là aussi, je pense que toujours, ce détachement allemand le poursuit. Tout début 1942, Joseph traverse les Alpes à pied avec sa femme, ses enfants et sa belle-mère et arrive en Italie, à Turin, comme la famille de Daniel. Ils ont réussi à rejoindre dans un premier temps Turin. Et ma tante, donc qui avait 12-13 ans, par hasard, dans la rue à Turin, elle rencontre Joseph Ziegler. Ma tante, et la jeune fille et sa maman ne savaient pas où aller et Joseph leur a proposé de les héberger. Et il leur a conseillé de descendre encore plus au sud et si possible de rejoindre Rome. Ma tante et donc son amie et la maman ont suivi ce conseil, ont réussi à rejoindre Rome, se sont réfugiés dans un couvent où ils sont restés un an et demi. Et donc Joseph a été une deuxième fois un être qui a beaucoup compté dans la survie de ma famille. Je pense que c'est valable pour des associations dans le travail, c'est valable pour même, je pense, des amitiés. Et j'y avais pas pensé avant, jusqu'à ce que dans une association, ça se passe pas comme j'avais prévu. Et je me suis rendu compte de la profondeur de toutes ces petites phrases dont mon grand-père nous a fait part et qu'on devrait, que j'aurais dû, en tout cas moi, plus écouter. C'est une phrase que je prends au second degré. C'est pas vraiment sur le mariage, enfin aussi, hein, ça fait partie, mais je pense que c'est plus une philosophie de vie. Vraiment, quand on entreprend quelque chose, il faut être prêt à endurer le mal qui pourrait arriver pour obtenir le bien qu'on risque d'avoir. Joseph, en route vers Rome, s'arrête en 1943 à Florence et retrouve des centaines de réfugiés juifs autour de la synagogue. Leurs conditions de vie sont extrêmement précaires. Les Italiens, mis sous pression par Hitler, souffrant eux-mêmes de rationnement, les voient d'un très mauvais œil. Le cardinal Eliangelo della Costa et son secrétaire, le père Menenghello, mirent en place tout un réseau de sauvetage des réfugiés juifs. Joseph Ziegler, intégré à ce comité national de libération de Florence, devient un interlocuteur privilégié des ecclésiastiques. Mon père avait décidé de dire aux ecclésiastiques « Je sais que pour vous c'est intenable, moi j'ai
un peu d'argent, je vais vous donner tout l'argent que je pourrai pour vous aider tous ces pauvres. Il ne parle pas suffisamment italien pour s'adresser à ces éminences. Il prend un traducteur, un certain monsieur Ischio, on a trouvé ça récemment, et il avait fait confiance à ce monsieur Ischio en lui disant « Écoute, moi j'ai des diamants, tu vas aller les changer contre des lyres parce que l'Église, les diamants, ça ne va pas les intéresser vraiment. Et ils préféreront distribuer l'argent, je ne veux pas le faire moi. » Et à l'occasion de ces transactions, ce monsieur Ischio s'était aperçu qu'il y en avait encore pas mal de diamants. Et il se dit, je vais les balancer. Et il apprend qu'il y a ce fameux détachement de gens qu'il cherche. Il est dénoncé par ce secrétaire traducteur, traditore, directement au Bosch. Quand il m'a raconté l'histoire, je lui ai dit « Alors tu l'as tué quand tu l'as retrouvé ?» Parce qu'il m'avait dit qu'il l'avait retrouvé. Et il m'a dit « Mais t'es folle !» Il me dit « Il y a des lois. » Non, pas du tout, je l'ai fait juger. C'est pour ça que je leur suis très reconnaissante, à nos deux parents. C'est de nous avoir inculqué vraiment la droiture. On ne doit pas se laisser contaminer par les gens qui sont, entre guillemets, un peu pourris moralement, quoi. En novembre 1943, il est conduit à la prison de Florence, où on commence à l'interroger à l'italienne, puis dans une prison de Milan, où là, la prison est gérée par des Allemands. Et là, mon père commence d'être torturé. On menace de torturer les gosses et sa femme s'il ne raconte pas toutes les vilainies qu'il a faites depuis Vichy. Et ils sont au courant depuis Paris, depuis Vichy. Il est très étonné, mon père, de la précision de la manière dont il a été tracé. Il a été déporté depuis la gare à Stazione Centrale di Milano, où il y a, je crois, 805 personnes qui sont déportées à Auschwitz le 30 janvier 1944 depuis Binari 21, le quai 21. Il a raconté que dans le train, à un moment, il y a un Allemand qui était dans le train avec eux, dans le wagon, qui lui a dit « Écoute, au prochain arrêt, je vais te dire d'aller me chercher de l'eau, und flitze, c'est-à-dire pars en courant, sauve-toi ». Alors il a dit, alors moi j'ai dit, mais je ne peux pas me sauver, puisqu'il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a ma belle-mère, qu'est-ce que je vais me sauver? Et l'autre lui a dit, n'importe comment, tu ne les reverras jamais. J'ai du temps. Voilà, c'est ça. Ça finit toujours par aller bien quelque part. Alors mon père me l'a aussi transmise dans un sens où il disait c'est pas parce que tout va mal que tout ira toujours mal et c'est pas parce que tout va bien que tout ira toujours bien. Le camp d'Auschwitz est le plus grand camp de concentration et d'extermination du Troisième Reich. En 5 années, plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants y moururent. Le 6 février 1944, le jour de leur arrivée, Sarah, Jacques et Liliane sont eux aussi assassinés. Joseph le comprend aussitôt, mais connaîtra un autre sort. Robuste, dans la force de l'âge, il sera l'un des 20 000 travailleurs forcés du camp. Tout de suite au début, et lorsqu'on est sélectionné, on reçoit des tatouages de numéros pour gommer toute forme de nom humain. Il a vu que les gens avaient des numéros un peu disparates, enfin de tailles différentes et pas toujours dans l'ordre. Et il a dit, moi je voudrais, à l'allemand, moi je voudrais que mon numéro soit côte à côte et les chiffres de même taille. Il reçoit une torgnole d'un autre monde, coup de pied à la figure, etc. Il m'a dit, là évidemment, ça m'a quand même donné le ton de ce qui allait suivre. Mais l'Allemand a été sympa de ce point de vue-là et il lui a écrit son 173 490, côte à côte, les 6 chiffres bien propres, sur son bras c'était bien propre. Il m'a dit, moi j'étais très contente de voir que c'est écrit pas trop grand, et bien l'un à côté de l'autre. Il y a un type juste après ça qui l'appelle et qui lui dit, comment tu t'appelles? Parce qu'il y avait que les numéros. Alors il a dit, je m'appelle Ziegler, Joseph Ziegler. Alors il a dit, et tu es d'où? Alors il a dit d'où il était. Et le type lui a dit, du hast Krebs en allemand, tu as la gale. Je crois que Krebs, en fait, c'est une maladie épouvantable. Je ne sais même pas quelle maladie c'est. Je crois que c'est la gale. Il m'avait dit Krebs, mais je ne me rappelle pas, je ne sais pas ce que c'est.
Et mon père, il a eu peur parce qu'il savait que quand on ne pouvait pas travailler là-bas, on était mort. Alors il a dit non, j'ai pas. Il dit je suis pas malade. Alors il a dit, il lui a donné 2 gifles, mais d'apparence forte, mais en réalité pas forte. Alors il était étonné, mon père, parce qu'il s'attendait à prendre un gros coup. Et le type lui a dit imbécile. Il dit tu te rappelles pas qu'on était à l'école ensemble? Il dit alors maintenant tu vas à l'infirmerie. Bon, alors il a eu quelques jours d'embellie à l'infirmerie. Et je crois que c'est d'ailleurs à l'infirmerie que quelqu'un lui a dit, si on demande un spécialiste, t'as qu'à dire que tu es spécialiste des presses hydrauliques. Aux presses hydrauliques, il y a un capot qui est allemand, pas juif, et qui est plutôt vivable. C'est le meilleur de tous, de tout Birkenau Krupp, parce qu'il travaillait chez Krupp. Et effectivement, ce monsieur, dont le nom vaut la peine d'être cité, qui s'appelait Meister Hall, Meister parce que ça veut dire chef, et Hall, c'était son nom, était un type qui n'était pas du tout une ordure. Et il lui a dit est-ce que tu sais travailler parce qu'après il fallait quand même qu'il travaille. Alors mon père a dit non, sur ces machines je ne sais pas travailler. Du style sur d'autres machines de presse hydraulique je connais, mais il ne connaissait rien, il n'avait jamais vu une presse hydraulique de sa vie. Et il lui a dit je vais t'apprendre. Et en effet il lui a appris. Le Meister Hall, lui parle comme un être humain. Et mon père lui dit tu sais, j'ai trouvé un stratagème, vous savez, j'ai trouvé 2 ficelles. Je les mets en bas de mon pyjama. Je peux piquer des pommes de terre. Ce serait bien parce que dans mon baraquement, il y a beaucoup de gens qui ont très très faim, vous le savez. Ce serait bien si vous aviez quelques pommes de terre, 3, 4, même crues, c'est pas grave. Alors l'autre lui dit non, moi j'ai pas de pommes de terre. Quand tu auras fini le service, tu iras voir sur la machine 12. Et mon père avait sur lui réussi, ce qui est un exploit, à garder les 2 photos de Jacques et de Liliane, de petites photos. Il se rend à la machine 12 et trouve 4 patates. Et à la place, il y met les 2 photos, en se disant, ce type-là va venir voir s'il est fait, il les met bien droites, il va les voir, il va les prendre. Et peut-être qu'un jour, je les reverrai. Ce qu'on n'imagine pas, c'est aussi la peur qu'avaient les gens. Parce que c'était une peur constante, c'est-à-dire qu'on pouvait être tué à n'importe quel moment. À un moment, ils leur ont demandé de creuser un trou sur la longueur, pas en largeur, pas comme un cercueil, mais en longueur, avec la tête qui dépasse. Et il lâchait les chevaux. Il dit alors, quand on est dans la terre, comme ça, enfin en bas, et qu'on entend le bruit des sabots au galop, ça fait une impression terrible. Et de voir les têtes qui volaient, ça nous sort de la réalité, parce qu'on croit qu'on est fou, quoi. On croit qu'on est dingue. Il dit, et là, j'aurais pu flancher, parce qu'à certains moments, je me suis dit, mais je ne sais même pas ce que je préfère, au fond. Est-ce que c'est pas mieux, quand même, que ma tête saute aussi, quoi. Finalement, Et il racontait qu'il voulait humilier les gens, beaucoup. Ils avaient jeté la viande crue par terre. Et les gens se sont jetés dessus. Et il s'est dit, ben non, ça, jamais. Ça, non. Ça, je ne me jetterai pas dessus. Et en fait, je pense que c'était sa manière aussi de garder de l'humanité et de garder ce côté, tu crois que tu peux, mais tu peux pas. Voilà, tu m'auras pas. À Auschwitz, mon père, il expliquait qu'il essayait toujours de se dire, voilà, le ciel est noir, il est bas, mais moi, je sais qu'il y a un coin de ciel bleu et je le reverrai. Et d'ailleurs, le chant des partisans, c'est Zog nicht kein Molas de Geist im letzten Weg. Ne dis jamais que tu vas sur ton dernier chemin. Donc, il n'était pas seul à penser comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire, il faut tenir. Sag nicht kein Molas, du gehst dem letzten Weg. Himmeln bleien verstellen blaue Tag. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schar. Sveta poikt an unser Trott, mir sennen do. Quoi que tu fasses, tu ne risques rien. Quelle que soit la chose que tu entreprends, finalement, ce qu'on risque, on risque pas d'avoir le typhus, on risque pas de mourir, je veux dire, voilà. Il faut oser, et finalement, il n'y a que les personnes qui n'osent pas, qui ne commencent pas, qui n'essayent pas, qui n'y arrivent pas. Et ça, c'est quelque chose, essaye, vas-y, fonce, et de toute façon, et ça, c'était souvent couplé avec les Allemands ne sont pas au bout du tunnel. Ce qui est important, c'est la capacité qu'on a à arriver quelque part de nouveau et à tout reconstruire. Et ça, c'est beaucoup grâce à vous. On arrive, c'est pas grave, c'est nouveau, on apprend,
On n'est pas considéré comme quelqu'un qui a déjà l'expérience, mais c'est pas grave, on recommence à zéro. Et c'est bien de pouvoir avoir la capacité de se reconstruire. Joseph, après Auschwitz, sera transféré dans le camp de Mauthausen et libéré par les Américains le 8 mai 1945. Comme tous les déportés, il se retrouve au Lutetia. Il arrive à Paris, et là l'enfer s'arrête pas tout à fait, puisque le premier jour, il est conduit au Lutetia, les forces américaines lui donnent 500 francs. Bon, alors on lui donne une chambre. Alors il dort par terre parce qu'il n'arrive pas à dormir dans le lit, c'est trop mou. Et il est crevé, il est exténué. Et il a mis son pyjama sur le coin du lit. Et la nuit, les grooms du Lutetia n'ont rien trouvé de plus malin que de venir piquer les 500 balles à tous les déportés qui venaient d'arriver en se disant qu'ils n'auront pas la force de se lever. Puis même, on va en pousser un, il ne pèse rien, c'est des haricots verts. Alors le lendemain, il redescend, il va au comptoir des Américains, il leur dit, bah voilà, on vous a payé. Il dit, oui, je sais, vous ne pouvez pas me redonner un peu? Il dit, non, on ne va pas te donner tous les jours 500, t'avais qu'à les garder. Il a rencontré celle qui allait devenir sa nouvelle femme et qui est ma mère, qui, elle, recherchait ses copains et ses copines au Lutetia. Ils se connaissaient, parce qu'à Nice, les gens se connaissaient avant la guerre. Et maman était très heureuse de rencontrer quelqu'un et de pouvoir lui redonner un peu l'espoir de la vie, etc. et reconstruire avec lui. Au camp, il avait rencontré un jeune homme qu'il connaissait, qui était né en Cyrénaïque et qui avait été arrêté comme soldat anglais et déporté comme juif par avion, par Rommel. Histoire abracadabrante à ce sujet. Ce type lui avait dit « Je vais mourir », et d'ailleurs il est mort quelques jours après de froid. Il faut absolument que vous alliez récupérer la ferraille que constituent les épaves des différents moyens armés de toutes les forces italiennes, anglaises et allemandes qui sont dans le désert de Cyrénaïque, entre Tobruk et Benghazi. Mon père lui dit, mais tu crois, il y a beaucoup? Il a dit, c'est colossal, mais ça ne se voit pas. Les hauts fourneaux libanais vont manquer d'acier. Il n'y aura plus d'acierie en état de marche en Europe. C'est là qu'ils se fournissent. Et ils vont se servir de la ferraille. Joseph suit le conseil du prisonnier anglais, se rend à Alexandrie et cherche à rencontrer Sidki Pacha, le gouverneur du protectorat égyptien. On lui dit, mais qui tu es pour voir Sidki Pacha? Il dit, moi je suis un déporté, mais j'ai une affaire intéressante à lui proposer. Et il campe 3-4 jours au pied du palais. Puis finalement, il finit par voir Sidki Pacha et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon, moi je voudrais vous proposer une affaire, je voudrais qu'on fasse 50-50. Il dit, c'est quoi ton affaire? Il dit, je ne peux pas vous le dire. Parce que si je vous le dis, vous le ferez tout seul. L'autre lui dit, c'est quoi ces histoires? Il lui raconte un peu qui il est, qu'il a une idée. Il dit, ok, si tu as une bonne idée, je te donnerai 10%. Mon père dit, je veux 25%, pas moins, sinon je ne dis pas l'idée. Et il dit, ok, c'est quoi ton idée? Il dit, il faut me filer des camions, il faut aller avec des grues, et il faut aller récupérer la ferraille. Il y a énormément de ferraille dans le désert. L'autre se dit que c'est peut-être une idée. Il commence, il ramène, il vend très cher l'acier. Et en 1 an et demi, jusqu'en 47 à peu près, ils font une fortune, Sidki Pacha et mon père dans une certaine mesure, et il fait venir ma mère, sa fiancée, à Alexandrie au Caire, et ils se marient en 48, et je nais en 49, et ma sœur naît en 52. Voilà. Joseph et Marguerite reviennent en France. C'est l'époque de la reconstruction, dans un monde encore fragile mais désireux de retrouver la paix. Joseph ouvre une usine de briqueterie, puis se lance dans le textile. Ses activités ont connu des hauts et des bas. Alain et Arlette grandissent à Paris. C'était des années, c'est exactement ce qu'on appelle l'ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était extrêmement chaleureux. On sentait tout cet amour, on était vraiment la suite. Et en même temps, un poids énorme quand même, parce qu'on n'était pas des enfants en tant que nous-mêmes. C'est-à-dire Alain ou Arlette, c'était les enfants. Donc, les enfants porteurs de la suite, etc. Donc il ne fallait pas rater. Par exemple, on ne pouvait rien rater. Il fallait tout réussir parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur.
avec tout ce qu'on a souffert, bon, au moins comme ça va. Dans cette dimension forte de sa personnalité, il y avait cette fonction de pater familias, donc d'être un chef de clan ou un chef de tribu. Je crois qu'il y a incontestablement cette dimension, et je crois que cela se traduisait par une attention toute particulière à ses enfants. Bien évidemment, un grand amour, un grand intérêt. Bien sûr qu'ils étaient très fiers de leurs enfants. Et ce que Chouchou a fait, ce que Madame Ziegler a fait, quand il y avait des problèmes financiers, elle s'est toujours débrouillée, à la fois pour travailler, mais pour que ses enfants aient non seulement une vie normale, mais qu'ils puissent avoir des leçons de tennis, des leçons de natation, des leçons d'équitation, absolument tout. Des fois, on lui disait, écoute, vas-y un petit peu moins. Non, il fallait que ses enfants aient absolument tout. Il fallait s'adapter tout le temps, pour le langage, pour la conversation, pour les idées, pour tout. Ma meilleure amie, Catherine Brisson, qui était la petite fille du fondateur du Figaro, quand elle m'a dit qu'elle a une grand-mère et qu'on va aller la voir, moi, je ne pouvais pas y croire. Je dis, mais t'as une grand-mère, elle existe encore. J'y croyais. Après, elle m'a dit, on va se déguiser dans son grenier. Je dis, tu veux dire, on va se cacher? Je n'avais jamais entendu qu'on se déguise. Donc, on était un peu, finalement, aussi obligés d'être en observation et en compréhension de la vie, entre guillemets, ordinaire, qui n'était tout de même pas la nôtre, alors qu'on nous disait qu'elle était comme celle des autres. Il nous disait jamais, jamais, jamais de vengeance. La rancœur, on a le droit, le souvenir, il faut, mais pas de vengeance, pas de haine. Tiens, vous aurez une nurse allemande, comme ça vous allez apprendre la langue de l'ennemi. Ce qui était intéressant. Et puis, c'est vrai qu'avec une nurse allemande, on en voulait moins aux Allemands. Après la guerre, Joseph a aussi repris contact avec Meister Hall, le capot allemand qui l'avait tant aidé dans les camps. Mon père a essayé de le retrouver après la guerre parce qu'il savait dans quelle usine il travaillait. Et tout de suite, au sortir de la guerre, parce qu'il voulait d'abord aussi le remercier sûrement, mais en partie quand même, en premier, je pense, récupérer ses photos. Et il a téléphoné à l'usine, il a dit « Bonjour, je voudrais parler à Meister Hall ». Et l'Allemand qui était au bout du fil s'est dit après la guerre, un type avec un accent comme ça, c'est sûrement pour lui faire du tort. Donc il a dit « Je ne le connais pas ». Et il dit « Mais il a travaillé chez vous ?» Il a dit « Jamais ». Alors mon père a dit « Bon, alors je comprends. S'il se présente, dites-lui que moi je le cherche, je suis Joseph Ziegler, je le cherche et je suis à tel endroit. » Et 5 minutes après, Meister Hall téléphonait et c'est ainsi qu'on a renoué avec lui. Et on est resté pendant des années, enfin jusqu'à la mort du type, je suppose, en lien avec lui. Bon, c'était une jolie amitié parce que malgré tout, il nous avait... Les seules photos qu'on ait, c'est grâce à lui. Les années passent, Joseph a reconstruit sa famille et son histoire est plus que jamais vivante auprès des siens. Et je crois que Joseph Ziegler a été vraiment peut-être la plus grande influence dans la vie d'Alain, autant que j'ai pu comprendre. Quand je veux un peu taquiner Alain, je ne crois même pas que je le taquine avec ça. Je l'appelle de la manière de laquelle Joseph l'appelait. Alain, Alain, viens ici, Alain. Vous devez connaître donc la BD Maus de Spiegelman. Il y a ce moment dans la BD où Spiegelman raconte que son père gardait tout. Le père de Art Spiegelman lui dit ah oui, bah je garde tout parce que Auschwitz on gardait tout, c'était important, ça pouvait servir. Bon. Mon père il garde des choses comme ça. Il garde des bouchons de parfum, il garde les bouchons de bouteilles sont dans un gigantesque vase, les bouchons de bouteilles de vin sont tous dans un gigantesque vase. Il garde des boîtes, il garde des ficelles. Alors, je demande à mon père, je lui dis mais tu gardes tous ces trucs, d'où ça vient de papy? Il me dit ah bah oui, bien entendu, comment tu sais? Je dis bah c'est marrant, dans la BD il y a exactement ça, voilà, c'est pareil. C'était un homme qui avait toujours le regard pétillant, donc toujours un peu, voilà, l'air un peu coquin comme ça, qui racontait des histoires avec beaucoup de détails, très très précises. On était là autour d'une table et tout ça, et dit je me rappelle l'autre jour, oui c'était le 12 avril 44, il faisait beau, et puis il commençait, il avait des histoires assez longues. Il revivait les scènes à chaque fois et c'était d'un côté passionnant et d'un autre côté avec Alain on avait envie de sortir pour
pour aller faire autre chose. Et donc, souvent, on le coupait un petit peu, on n'avait pas toujours la patience d'écouter la totalité de l'histoire. Voilà. Nos parents, en fait, quand ils parlaient, on ne comprenait pas. Souvent, on ne comprenait pas, parce qu'ils disaient « Tu te souviens quand on était... » Bon. Et en fait, c'est ce qui m'a donné le goût d'être psy, parce que je me suis dit, mais à travers les mots et à travers surtout les silences, il y a plein de choses à comprendre que je ne comprenais pas. Et avec mon père, quand je lui demandais quelque chose, il me disait « Oui, comment ils étaient tes parents ?» Et en fait, on n'avait pas de réponse. Parce que je pense que c'était trop douloureux de repartir par là-bas. Donc c'était très intéressant, ça, ce côté, à la fois il voulait raconter, à la fois il y avait des choses qu'il ne pouvait pas dire et que donc on ne pouvait pas deviner. C'était un couple assez extraordinaire sur certains plans. Un appétit de vivre. Et il savait qu'il rebondirait. Il n'a jamais perdu l'espoir, et ça lui est arrivé à 2-3 reprises, hein, parce qu'il y en a qui ont profité, il y en a qui... Bon, et puis quand il était très, très plein d'espoir. Oui. En fait, c'était des gens extrêmement positifs. Ils étaient avec leur douleur, avec leur souffrance, avec leurs difficultés, avec leur deuil, avec leurs pertes. Ils voulaient donner aux générations... Jacques et moi, on a perdu un enfant. Et moi, j'étais vraiment embêtée parce que, bon, évidemment, en général, mais inutile de le dire, mais en particulier parce que je me suis dit comment je vais l'annoncer à papa. Parce que ça, c'était le clou. C'est-à-dire que quand je l'ai su, j'étais soufflée, mais surtout, je me suis dit, papa, comment je vais lui dire? Mais comment c'est possible un truc comme ça? Et je suis allée et j'ai dit, tu sais, papy, voilà ce qui s'est passé, son cœur s'est arrêté, et voilà, elle est morte. Mais je ne savais pas, il fallait bien que je lui dise, de toute façon... Je me rappellerai toujours, mon père, il m'a pris par l'épaule comme ça, il m'a dit, tu vois, la génération d'avant, on les a tués, ceux-là, ils meurent tout seuls, et la génération prochaine, ils vont vivre. Voilà, ça, c'est l'esprit de mes parents. Il était très très connu sur faites-moi un plaisir, portez-vous bien, petite Marie Teuve, et alors on a un ami qui est hongrois, et donc il entendait toujours mon beau-père, c'était la phrase de mon beau-père. Alors cet ami hongrois nous raconte qu'il était, après l'ouverture du rideau de fer, etc., pour la reconstruction des synagogues, il est allé en Hongrie, il y avait un groupe de juifs américains, enfin, d'un peu de tous les pays. Alors il nous raconte, j'étais en Hongrie la semaine dernière, etc., et puis j'ai voulu utiliser la phrase de ton beau-père, je lui ai dit petite Marie Teuve, et l'autre en face m'a répondu, ah, tu connais Ziegler? Il y avait ce regard un peu narquois, c'est le terme, sur la vie, mais narquois et en même temps sans aucune méchanceté. Quand il présentait son épouse, c'est dites-lui bonjour, elle fera le reste. Mais c'était à peu près ça, l'humour de Joseph Ziegler qui était permanent. Il a vécu, je pense, au maximum de sa vie, puis il est mort. Voilà. Je pense qu'on peut le dire comme cela. Il a manifestement été de ceux qui avaient décidé de vivre. Joseph est mort le 8 février 1986 d'une crise cardiaque. Pour son enterrement, Alain et Arlette ont pris son livre de prière et l'ont ouvert à la prière des morts. C'est ainsi qu'ils découvrirent à cette page la photo de Sarah, Jacques et Liliane, qu'il avait retrouvée grâce au capot allemand et qu'il avait précieusement conservée. Joseph nous regarde peut-être d'en haut, il sourit, et puis, à chaque naissance d'un bébé dans la famille, il se dit « voici ma revanche sur ces salopards ». Papy Jo. Je me rappelle de si peu de choses le concernant. Les bonbons qu'il m'achetait le mercredi dans la petite boutique de l'hôtel au coin de la rue dans laquelle nous avions cours de karaté. La façon dont il marchait, si lentement, en faisant une pause tous les 4 pas. Son sourire si doux et bien intentionné à mon égard. Son calme, qui était d'autant plus frappant à côté de l'énergie débordante de ma grand-mère. Le jour où j'ai compris qu'il allait mourir, et celui où nous avons appris sa mort. J'avais 5 ans et demi. Pourtant, son héritage est ancré en moi très profondément. Je pense souvent à lui, à cet homme qui a eu la force de se battre pendant et après la guerre pour pouvoir résister, survivre, reconstruire, transmettre. Chaque jour, au fil des épreuves de la vie,
et aussi au travers de la personnalité de mon père à qui Papy Jo a transmis la force de celui qui est sorti de l'enfer, il m'impressionne, m'inspire et me guide. Je suis fière de toi. Je te considère bien sûr comme une victime, mais surtout comme un héros. J'espère que Manu et moi et nos enfants, ainsi que tes autres petits et arrière-petits-enfants, seront à la hauteur pour continuer la voie que tu as tracée. Un chemin intimement lié à notre peuple, au Riboyne Shel Oilem, un chemin d'optimisme et de croyance en la vie, un chemin de générosité et de bonté, de chormes et d'humour yiddish. Je te remercie de veiller sur nous et pour tes srouyes, tes mérites qui nous protègent et nous accompagnent. Génial. Malchus bist du wie Mashiach.